que vous m'entendez bien, que l'écran marqué webinaire RGPD est accessible à tout le monde. Alors, pour me présenter, donc aujourd'hui, on va parler du règlement général sur la protection des données. Pour ma part, je suis délégué à la protection des données. Important de préciser que je suis certifié à PAV au niveau des compétences de délégué à la protection des données, parce que jusqu'à présent, dans ce domaine, beaucoup de personnes ont reçu de l'information ou de l'information qui ne pouvait pas être, qui n'était parfois pas cohérente, suite à aussi un effet opportunité et opportunisme surtout de certaines personnes sur ce marché. Donc, on va voir ensemble réellement les impacts du règlement général sur la protection des données pour l'ensemble des entreprises, collectivités, associations. Et ensuite, suite à ce webinaire, si vous le souhaitez aussi, Jean-Philippe, qui est la personne qui s'occupe de la partie commerce pour notre entreprise, sera à même à répondre à plus amples questions pour vos établissements. Donc, on va commencer de suite. Au niveau du règlement général sur la protection des données, hop, je remets la visionneuse. Au niveau du règlement général sur la protection des données, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un réel code qui est aussi impactant que le droit du travail ou autre, puisqu'on va le voir par la suite, jusqu'à présent, les lois sur l'utilisation des systèmes informatisés étaient très faibles. C'était la loi informatique et liberté de 78. Donc, on reviendra ensuite dessus. Donc, aujourd'hui, pour la partie règlement général sur la protection des données, ça s'impose à l'ensemble des entreprises, associations ou collectivités qui ont l'obligation de se conformer à cette réglementation et à son interprétation dans la loi française, la loi informatique et liberté, qui a été modifiée le 17 juin 2019 pour entrer en vigueur sur notre territoire. Alors, au niveau de la réglementation, un petit rappel sur l'article 1er. L'informatique doit être au service de chaque citoyen, de son développement, doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit pas porter atteinte, et c'est là que c'est important, à l'identité humaine, aux droits de l'homme, ni à la vie privée et aux libertés individuelles. Voilà, donc dans ce cadre-là est arrivée la réglementation en 2018, donc entrée en vigueur le 25 mai 2018. On va commencer par une petite vidéo présentation de la CNIL, les 40 ans de la CNIL, plus simple que de vous parler des dates en question. Ça prend 3 petites minutes, après on parlera dans les faits. Aujourd'hui, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a 40 ans. Et il y a 40 ans, l'informatique, ça ressemblait plutôt à ça. Oui, bon, ce n'était que le début de l'informatisation des entreprises et des administrations. Et déjà, en 1974, le projet Safari provoquait un tollé dans l'opinion publique. Allait-on vraiment ficher tous les Français juste parce que l'informatique le permettait ? Très vite, on mit en place une commission pour garantir que le développement de l'informatique ne se réaliserait plus que dans le respect de la vie privée et des libertés individuelles. Ainsi naquit la loi informatique et liberté et l'autorité indépendante chargée de la faire appliquer, la CNIL. Désormais, tous les grands fichiers administratifs informatisés devront être soumis à la CNIL pour avoir son avis, et elle le donnera. En 1981, le projet Gamin, qui devait collecter et détecter automatiquement les enfants à risque, est fermement retoqué par la CNIL. L'État devra revoir sa copie en anonymisant une partie de ses données. Puis, dans les années 90, arrive le réseau anonyme et complètement libre qui allait changer le monde. Internet. Oui, bon, pendant ce temps-là, les Français découvrent les joies du marketing et des cartes de fidélité. Mais lorsqu'ils se mettent au e-commerce, ils laissent aux marques le soin de les ficher. Pour encadrer les pratiques, l'Europe vote une directive en 1995 qui sera un tournant pour la CNIL. Elle pourra désormais sanctionner et autoriser, ou pas, les fichiers sensibles des acteurs privés. Dans les entreprises, elle s'appuiera même sur un réseau de correspondants bienveillants, les CIL, car il n'y a pas que la sanction dans la vie. Mais après le 11 septembre 2001,
Les exigences sécuritaires s'emballent. Les révélations d'Edward Snowden en dévoileront les dessous. Les données personnelles des citoyens collectées par les géants d'Internet sont utilisées par des services de renseignement. Le grand public est sous le choc, le monde entier est sur écoute. En France aussi, les attentats ont bousculé les priorités. Alors, pour éviter les dérives, la CNIL demande des garanties supplémentaires à chaque nouvelle mesure de sécurité. Mais les gens ne comprennent pas toujours. Oui, bof, quand on n'a rien à se reprocher, on n'a rien à cacher, hein. Hé! Ah, c'est un scandale! Aussi, la CNIL sensibilise et explique au grand public comment protéger et sécuriser ses données personnelles, même à ceux qui n'ont rien à cacher. Psst. Ah. Mais avec le numérique, mieux vaut prendre un temps d'avance. La CNIL accompagne les entreprises et les administrations dès le lancement de leurs projets. Elle inaugure son laboratoire d'innovation numérique afin d'analyser les nouveaux usages. Elle anime la réflexion sur les enjeux éthiques du numérique et elle se rapproche des autres CNIL européennes pour parler d'une seule et même voix face aux grands acteurs internationaux. Fruit de ce travail, en mai 2018, le règlement européen sur les données personnelles entrera en application. Tous les citoyens européens pourront demander le déréférencement d'une information grâce au droit à l'oubli et récupérer leurs données grâce au droit à la portabilité. Voilà, c'est vrai qu'à la CNIL, nous sommes particulièrement fiers d'avoir porté une vision de la protection de la vie privée en Europe, dans le monde et au-delà. Mais que voulez-vous, c'est juste indispensable pour que les technologies continuent à nous émerveiller. Aujourd'hui, donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu avec cette petite vidéo qui retrace un peu le pourquoi et l'évolution de la protection des données au niveau européen. Alors, l'enjeu, avant de parler des responsabilités et des obligations, l'enjeu il est multiple, hein. Aujourd'hui, le RGPD va apporter des droits aux personnes afin de garantir leur vie privée, le respect de leurs données, etc. Donc, pour cela, plusieurs notions vont s'imposer. La notion de respect de la vie privée pour les organismes, hein, le respect de la vie privée par défaut et par conception. Aujourd'hui, tous les organismes européens ont plusieurs obligations. La première obligation, elle va être de tenir un registre des activités de traitement. Donc concrètement, qu'est-ce qu'un registre des activités de traitement? C'est du moment que vous collectez des données à caractère personnel, tout ce qui permet de rendre identifiable une personne à travers un nom, prénom, une habitude, par rapport à des informations qui sont toutes relatives à sa personne. Vous devez, à partir du moment où vous collectez ces informations, justifier qu'elles seront bien utilisées, définir dans quel cadre elles sont utilisées, pour quelle finalité. Donc ça va couvrir aussi bien la partie informatique que la partie physique. Souvent on l'oublie, mais le règlement général sur la protection des données va traiter aussi des informations papier. Voilà. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce registre des activités de traitement, d'autres registres vont apparaître, entre autres le registre des sous-traitants. Donc, le registre des sous-traitants, c'est quoi? Toute personne qui collecte des informations personnelles dans le cadre de ses activités se doit, si elle fait appel à une sous-traitance, par exemple un logiciel que vous utilisez, un logiciel où vous allez rentrer vos informations commerciales ou vos informations fonctionnelles de votre établissement, ce logiciel où vous allez rentrer les informations, vous allez bien les transmettre à un éditeur qui peut potentiellement y avoir accès. Donc, il y a bien une sous-traitance de cette donnée. Et à ce moment-là, je dois m'assurer que ce sous-traitant est conforme à la réglementation. On a une chaîne de responsabilité qui s'impose ou qui définit que le responsable de traitement, donc la personne qui met en œuvre la collecte et le traitement des données, doit soit s'assurer que l'ensemble des personnes à qui il va confier ces données respectent la même réglementation. Donc, c'est vrai que dans ce cadre-là, pour toutes les personnes ici qui répondraient de temps en temps, par exemple, à des marchés publics ou avec des marchés sur des grandes entreprises, il faut savoir que ces entités publiques ou ces grandes entreprises, petit à petit, nomment ce qu'on appelle un délégué à la protection des données ou DPO, hein, le poste que j'occupe actuellement. Et ce délégué à la protection des données ou DPO va inclure dans le marché public ou le marché privé des clauses d'exclusion relatives au règlement général sur la protection des données. En fait, concrètement, si vous n'avez pas mis en œuvre les mesures obligatoires et le respect de la réglementation, vous serez automatiquement par la suite exclu de ce marché.
Donc, il est important aujourd'hui d'en prendre conscience et de pouvoir se conformer, ce qui peut amener aussi comment dire, un avantage concurrentiel par rapport à des entreprises aujourd'hui qui n'auraient pas fait la démarche de se mettre en conformité. Et croyez-moi, elles sont encore nombreuses parce que nous, on intervient régulièrement, que ce soit de l'association, de la TPE, de la PME jusqu'à l'ETI. Et on voit encore beaucoup trop de sous-traitants qui n'ont pas pris mesure de ce que représente la réglementation et ne se mettent pas en conformité. Voilà. Donc, en fait, comment je m'occupe de vérifier que mes sous-traitants soient bien conformes à la même réglementation? Tout simplement en leur faisant valider des clauses de sous-traitance qui sont disponibles aussi sur le site de la CNIL. Et ces clauses de sous-traitance vont définir le lien contractuel d'échange de données entre le sous-traitant et votre établissement. Voilà. Et ensuite, on va aussi demander à vérifier qu'ils respectent bien certaines dispositions de la réglementation. La réglementation générale, comment se conformer? Alors aujourd'hui, il y a toute une documentation légale à produire en cas de contrôle CNIL. Ça va être votre, bien entendu, ce qu'on parlait, registre des activités de traitement de données à caractère personnel. La garantie que les sous-traitants que nous utilisons soient bien conformes à la réglementation par le biais de clauses de sous-traitance. Tenir un registre des incidents de violation de données à caractère personnel. Aujourd'hui, il n'est pas concevable, par exemple, que vous ayez hébergé vos données dans un data center, ou dans un serveur, que vous soyez informé que vous avez été victime d'un piratage par le biais d'un crypto ransomware ou autre. Alors, on fait aussi les mêmes sensibilisations au niveau cybersécurité, mais un crypto ransomware, c'est une des principales attaques informatique que risquent les entreprises aujourd'hui, vous retrouvez toutes vos données chiffrées. Donc, quand vous êtes victime de ce type d'incident, soit de la consultation non autorisée de données personnelles, soit de la perte de données personnelles, de la copie ou autre, vous allez devoir notifier cet incident auprès de la CNIL sous 72 heures, qui, elle, vous donnera les dispositions à tenir. Ça peut être informer les personnes par email que leurs données ont été perdues ou volées. Ça peut être de prendre aussi une communication publique dans des cas plus graves par voie de presse pour informer les personnes. Voilà, tout un schéma qui va être mis en place par la CNIL, et vous, de votre côté, vous devez d'avoir pris des mesures pour éviter que cela se reproduise. Voilà. Vous avez aussi l'obligation d'informer les personnes. Donc, cette obligation d'information, elle se contractualise comment? Donc, vous avez tous vu, par exemple, quand vous allez sur un site internet, le bandeau cookie qui nous gêne dans notre navigation souvent, mais au final, qui est là pour garantir notre vie privée. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez sur un site internet, ils sont tous équipés de traceurs à plus ou moins grande échelle, mais classiquement, on retrouve une dizaine, quinzaine de traceurs qui vont capter vos données de navigation, vos données d'identification. Vous savez, quand vous installez Windows, tout ce que vous rentrez à l'installation de Windows, vos données de navigation, donc quel site vous êtes allé fréquenter, qu'est-ce que vous avez fait, quelles sont vos habitudes de consommation, etc. Tout ça va leur être transmis et derrière va être traité par des entreprises afin de pouvoir faire ce qu'on appelle, nous, un profilage. Donc, concrètement, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, pour pouvoir vous proposer, dans le meilleur des cas, de la publicité. Dans le pire des cas, ça peut tomber dans de mauvaises mains. Aujourd'hui, avec une explosion des services illégaux sur Internet, on va retrouver de l'usurpation d'identité, du vol de compte, etc. Donc, vous devez informer au préalable les personnes. Alors, par le site internet, ça va être le bandeau cookie où on va accepter ou refuser les cookies et avoir accès à une politique de confidentialité sur les cookies. Mais plus généralement, quand vous collectez ces données, vous devez informer les personnes de qu'est-ce que vous collectez, dans quel cadre, pour quelle finalité, leur rappeler leurs droits et avoir un moyen de vous contacter pour faire valoir leurs droits. Voilà. Donc ça passe par une politique de confidentialité. On va avoir aussi, dans certains cas, le besoin de demander un consentement éclairé des personnes sur l'utilisation de leurs données. Donc, le consentement est obligatoire du moment où je ne m'appuie pas sur une base légale. Par exemple, quand vous remplissez vos fiches d'imposition ou autre, bien entendu que vous avez un cadre légal qui l'entoure et vous ne pouvez pas refuser au service des impôts de collecter vos données.
Par contre, quand vous vous inscrivez à une compétition sportive, l'association va recueillir tout un tas d'informations sur vous. Il n'y a pas de cadre légal ou contractuel. La personne, à tout moment, peut retirer son consentement et je dois lui demander donc un consentement initial quand je prélève, quand je viens capter ces données personnelles. Ensuite, vous avez le cadre contractuel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises intègrent les clauses RGPD dans leur contrat, dans leur CGV, afin de garantir aussi une information aux personnes sur leurs données personnelles. Voilà. Ensuite, la politique de confidentialité accessible sur le site, etc., qui permet d'avoir une information et je recueille le consentement par le biais d'un contrat. Quand je suis sur des traitements dits sensibles, là, je pense tout particulièrement à tout ce qui est données de santé. Donc, les données de santé, on en a à peu près tous avec dès du moment qu'on embauche une personne, puisqu'on va avoir des informations relatives soit à l'invalidité avec le RQTH ou autre. Pareil, je dois recueillir un consentement et je dois réaliser ce qu'on appelle une analyse d'impact à la protection des données qui va me permettre de mesurer si la façon dont je traite l'information va présenter un risque sur la personne. Tout simple, hein, je vais entrer ces informations dans un logiciel de gestion RH. Est-ce que ce logiciel permet l'enregistrement de données dites sensibles? Je pense aussi à tout ce qui est organisme religieux, puisque l'information religieuse, la donnée religieuse est une donnée considérée comme sensible. Pareil, du moment que je collecte ces informations, je dois avoir le consentement et je dois aussi faire une mesure d'impact pour vérifier que mes procédures internes et les outils que j'utilise ne présentent pas de risque pour les personnes. Et une fois que j'ai fait tout ça, je vais documenter ma conformité. Les dispositions fonctionnelles, le respect de la vie privée par conception et par défaut. Du moment qu'une entreprise met en place un service pour les personnes, elle se doit d'avoir au préalable vérifié que les processus et les outils qu'elle va utiliser ne présentent pas de risque pour les personnes. Sécuriser le système d'information, autre atout du RGPD, en me mettant en conformité à la réglementation générale sur la protection des données, je vais être obligé de vérifier que mon système d'information, que ce soit informatique ou physique, présente des mesures conformes aux règles de l'art, c'est-à-dire tout simplement, est-ce que j'ai un antivirus, est-ce que cet antivirus est conforme, est-ce que j'ai sécurisé mon Wi-Fi pour éviter de me faire pirater au niveau de l'utilisation du Wi-Fi, est-ce que quand je propose un Wi-Fi aux personnes qui viennent sur mon site, quelles sont les contraintes, parce que je deviens fournisseur d'accès Internet et j'ai des obligations légales par rapport à la loi contre le terrorisme. Tout ça, c'est un cadre réglementaire qui va vous permettre de sécuriser aussi votre environnement et votre établissement pour éviter de subir ce qui est le drame aujourd'hui pour beaucoup d'entreprises, des incidents de sécurité avec des crypto-ransomware qui viennent vous chiffrer, mais aussi l'arnaque au président, tout un tas de malversations dont vous pourriez être victime. On va établir un processus de gestion des droits, puisque les personnes vont pouvoir exercer une demande de droit auprès de vos services, et bien vous avez un cadre légal qui dit que vous avez 30 jours pour répondre à cette personne. Donc, il faut pouvoir le suivre et le prouver. Ensuite, en France et en Europe, on a une particularité, c'est qu'aucun document ne peut être conservé à vita aeternam. C'est-à-dire que chaque document que vous avez dans votre entreprise a une durée de conservation. Elle va dépendre soit du code du travail, soit du code des ressources humaines, soit de votre convention collective. Elle peut dépendre de tout un tas de documents légaux. Et cette durée de conservation, elle dit que, par exemple, un bulletin de paie dans une entreprise, l'employeur ne peut pas le conserver au-delà de 5 ans après le départ du salarié, sauf et uniquement sauf si, au contrat de travail, on a prévu une clause qui me permet de la conserver en archivage passif durant 50 ans, de manière numérique. Voilà, donc tout ça, c'est un cadre légal qu'il faut mettre en place et qui va obliger les entreprises à faire du tri dans leurs données, dans leurs documents, dans leurs archives. Vérifier au besoin si vous avez des transferts hors Union européenne. Alors tout simplement aussi, si j'utilise un logiciel, m'assurer que ce logiciel héberge bien les données en Europe et est soumis aux mêmes droits, puisque si ce logiciel, je pense à des logiciels comme Salesforce, des logiciels, ça peut être aussi Google, l'utilisation de Google Forms, de Google, de toute la suite de Google. On va dépendre d'entreprises américaines.
comme on l'a vu dans la vidéo de présentation de la CNIL, qui, elles, sont soumises à la législation américaine. Ça veut dire que vos données, concrètement, elles sont consultables à tout moment par la NSA. L'Europe interdit cela. On avait un bouclier jusqu'au mois d'août qui fonctionnait, un bouclier garantissant les transferts de données entre l'Europe et les États-Unis, qui a été invalidé suite à l'intervention de Trump, qui s'est assis dessus. C'était le Privacy Shield. Celui-ci n'existant plus, travailler avec une société qui héberge mes données aux États-Unis, aujourd'hui, soit je le documente à travers des procédures très strictes, soit je ne peux pas l'exécuter. Je dois aussi, il est inconcevable aujourd'hui de fournir un matériel informatique à un de mes salariés sans l'avoir sensibilisé aux bonnes pratiques. Aujourd'hui, 35% des incidents de cybersécurité sont dus à une mauvaise utilisation ou un défaut d'information des personnes et à une erreur humaine. Donc pour ça, on met en place des sensibilisations. Ces sensibilisations, elles vont concerner quoi? Ben, tout simplement comment utiliser un matériel informatique en limitant le risque d'incidents de cybersécurité. Alors la NSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est un organe qui dépend du ministre, qui va garantir certaines utilisations de logiciels, mais va produire aussi des documents de sensibilisation et entre autres les 12 bonnes pratiques de la NSSI qui vont dire comment bien choisir ses mots de passe, comment mettre en œuvre des mots de passe sécurisants, puisqu'aujourd'hui un mot de passe en 8 caractères, n'importe quel, on va dire, hacker, et il n'y a pas besoin d'avoir des compétences énormes en informatique, va pouvoir craquer ce mot de passe en l'espace de quelques secondes. Et derrière cela, avoir accès à l'ensemble de votre vie privée et de vos informations. Donc, on va sensibiliser les salariés aux bonnes pratiques, comment choisir son mot de passe, bien mettre à jour ses matériels, gérer son Wi-Fi, comment je fais quand je suis en dehors des locaux de l'entreprise, comment garantir aussi mon identité numérique, etc. Et les entreprises, dans certains cas, vont avoir l'obligation de nommer un délégué à la protection des données. Donc, c'est une fonction qui peut être internalisée, mais qui ne doit pas avoir de conflit d'intérêt. Donc, j'oublie les informaticiens, les responsables de service ou autres, mais je peux soit internaliser cette fonction, soit l'externaliser auprès d'un cabinet comme nous, on intervient régulièrement sur toute la France en tant que délégué à la protection des données externalisées. J'ai cette obligation dans quel cadre? Dans le cadre où ma finalité principale, l'objectif de mon entreprise va être de collecter des données sensibles. Donc, on a les données religieuses, données syndicales, données de santé, données d'infraction. On va retrouver tout ce qui est relatif à la vie sexuelle. On va retrouver aussi tout ce qui est les origines ethniques ou autres. Toutes ces informations, du moment que mon activité principale consiste à les collecter et à les traiter, je vais devoir nommer un délégué à la protection des données, ou alors dans le cadre où mon activité consiste à un traitement à grande échelle, c'est-à-dire que je vais collecter énormément d'informations tous les jours dans le cadre de mes activités sur beaucoup de personnes. Je vais devoir avoir aussi nommer un délégué à la protection des données. Si je ne suis pas soumis à cette obligation, il n'empêche que pour le bon suivi du RGPD, je vais en interne nommer un référent qui va être au courant des procédures, qui va pouvoir organiser la mise en œuvre du RGPD et suivre les demandes d'exercice de droit, les analyses d'impact, etc. C'est aujourd'hui, là par contre, je n'ai pas de contrainte d'un point de vue, personnel. Est-ce que ça peut être l'informaticien, ça peut être le responsable qualité, ça peut être le responsable administratif ou financier. On peut imaginer toutes choses, mais en tout cas, je dois à un moment donné avoir une personne qui s'occupe de la réglementation. Performance et management, dans ces notions, l'informatique évolue tous les jours. Tous les jours, on a des nouvelles technologies. Tous les jours, on a malheureusement des nouveaux virus. On a des nouvelles méthodologies d'attaque au niveau des hackers. On a des nouvelles entreprises qui mettent en place des procédures toujours plus complexes pour exploiter votre vie privée, etc. Donc, dans ce cadre-là, les entreprises se doivent de veiller à l'amélioration constante de leur système d'information
d'information. Le système d'information, il doit respecter certaines règles, comme je le disais tout à l'heure, avoir un antivirus, avoir un firewall si j'ai des employés pour contrôler un peu les sites qui sont fréquentés, qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort de mon entreprise. Je dois mettre en place des sensibilisations des personnels sur l'utilisation des ressources informatiques. Je vais avoir l'obligation de mettre en place ce qu'on peut appeler un plan de reprise d'activité, c'est-à-dire si je subis une avarie majeure sur mon système d'information, comment je reprends mon activité? Parce qu'aujourd'hui, vous prenez un virus, comme je reviens dessus parce que c'est le plus courant, mais le crypto-ransomware, on constate qu'il faut en moyenne 9 semaines pour reprendre son activité. Donc là, c'est bien plus long qu'un confinement ou qu'un arrêt d'activité. Là, 9 semaines sans pouvoir utiliser votre matériel informatique, la plupart du temps, derrière, c'est la fin de l'entreprise. Donc, pour éviter ça, au préalable, je dois avoir mis en place une mesure qui fait que si je subis ce type d'incident, ben, très simplement, je vais pouvoir relancer la machine et ne pas subir l'incident, mais plutôt contrecarrer les plans de l'attaquant, du hacker, et pouvoir repartir dans mes activités et ne pas avoir de perte de production. Vérifier les fiches de traitement, parce que nos traitements évoluent. Un jour, je vais utiliser tel logiciel, je change de logiciel, ben, je vais devoir le renseigner dans mes activités de traitement. Et quand je vais mettre en place un nouveau service, par exemple une newsletter client, va falloir que je crée un nouveau traitement qui s'appelle newsletter client. Donc ça, il faut le suivre aussi dans la durée et s'informer régulièrement sur les risques cyber et les modifications du réglementaire. Voilà, le risque cyber évolue. Alors, on produit régulièrement des sensibilisations, mais vous allez aussi avoir les médias qui sont très informés aussi dans ce domaine-là. Hein. Vous allez via nos réseaux, par exemple LinkedIn. Hein, moi, je vous invite à me rajouter si vous le souhaitez sur LinkedIn ou à rajouter Jean-Philippe. On produit régulièrement de l'information sur les nouveaux virus, les nouvelles méthodologies d'attaque, les mises à jour à opérer au niveau de votre système informatique, etc. Et puis, régulièrement, je vais rédiger aussi un bilan sur la protection des données dans mon établissement. Alors, c'est une fois par an pour la plupart des entreprises, mais en tout cas, je dois avoir un suivi et montrer que je vais dans le bon sens. Et de toute façon, de connaître mes processus d'entreprise, hein, de bien décortiquer mes processus d'entreprise, les outils que j'utilise, les sous-traitants que je vais utiliser, les périphériques que j'ai sur mon réseau, tout ça, dans tous les cas, ça va vous amener vers de la performance et de la meilleure connaissance, une meilleure connaissance de votre infrastructure. Et derrière, ce qu'on constate, c'est qu'aussi, on va pouvoir ramener de la rationalité dans ces processus et pouvoir souvent amener de la performance aussi. C'est ce qu'on va aller chercher au niveau de la mise en œuvre de la réglementation. Donc, le système d'information, connaître son système d'information, ça passe par déjà l'infrastructure, identifier les points critiques de votre infrastructure informatique. Alors, si on est une TPE, mais on a tous un ordinateur à un moment donné, vérifier qu'on a bien un antivirus, vérifier qu'on utilise peut-être un VPN. Alors, c'est un terme technique, mais en fait, très simplement, le VPN, Virtual Private Network, est un réseau de communication privé. Quand je me connecte à un Wi-Fi, je vais pouvoir chiffrer les données qui sortent de mon ordinateur. Et c'est souvent fourni par le fournisseur d'antivirus. Donc, c'est pas des choses très compliquées. Maintenant, quand on ne sait pas, c'est très compliqué de remarquer, d'identifier ces points critiques. C'est pour ça que, comme le disait tout à l'heure, au niveau des CCI, vous pouvez avoir accès à des petits audits entre guillemets de votre système d'information qui vont pouvoir identifier ces premiers points critiques. Nous aussi, on a des questionnaires qui sont accessibles, qu'on peut vous fournir pour aller vérifier que vous ne comportez pas de risque majeur. Après, ça peut aller beaucoup plus loin puisque comme là, on va le faire, nous, on propose des services de pen test, c'est-à-dire qu'on a un hacker, mais un hacker blanc, dans ce qu'on appelle des white hats, qui lui, sous couvert d'un contrat, va pouvoir essayer de pirater votre entreprise, mais de manière contractuelle, sans impacter votre fonctionnement, mais au moins d'identifier les points critiques principaux de votre entreprise pour éviter de subir par la suite.
Identifier les bases de données, leurs caractéristiques, où je mets mes données. Est-ce que déjà elles sont hébergées en Europe? Est-ce qu'elles sont sécurisées? Si j'ai des données sensibles, est-ce que l'hébergeur de mes données sensibles a bien les garanties de conformité? Quand j'ai des données sensibles, je dois avoir un hébergeur qui est aux normes HADS, les normes hébergeurs de santé. Alors, ça paraît anodin, mais je prends l'exemple d'une pédiatre d'un hôpital qui n'a pas suivi les recommandations du service informatique et qui a téléchargé un logiciel d'un fournisseur local pour mettre les données patients. Mais cet éditeur local n'étant pas informatique, n'étant pas une personne formée au domaine de l'informatique, la pédiatre a pris cet éditeur sans vérifier qu'il était conforme. Le dossier médical s'est retrouvé accessible sur Google d'un des enfants qu'elle gérait. Derrière, la CNIL est tombée sur l'hôpital en question. La DSI a dit on a refusé le logiciel, mais c'est la pédiatre qui s'est vue confier la responsabilité du traitement et qui a été condamnée à 6 mois avec sursis et 5 000 € d'amende, a donc un casier pénal. Donc attention, ces données, savoir où elles sont, qu'est-ce que j'en fais. Voilà. On parle des données à caractère personnel. Vos données professionnelles, je vous inviterai quand même à y faire attention aussi, parce que aujourd'hui, on a la Chine qui attaque en permanence toutes les entreprises et pas forcément des grosses entreprises. On travaille dans le milieu viticole. La plupart des producteurs des coopératives viticoles subissent tous les jours des attaques de la Chine pour aller capter leur savoir-faire. Donc, tout ça, faut bien vérifier où on met ces données et de manière sécurisée. S'assurer de la qualité et de la conformité de ces sous-traitances, on l'a vu tout à l'heure. Identifier et tester les mesures de sécurité. Il ne suffit pas de mettre en place des mesures de sécurité, mais il faut vérifier qu'elles soient bien pertinentes et qu'elles fonctionnent. Suivre, administrer et améliorer, on en parlait tout à l'heure. L'informatique évoluant tous les jours, bien entendu, il faut avoir un minimum de suivi de ce qui est fait et un point de temps en temps sur est-ce que ce que je fais au niveau informatique ne présente pas de risque. Voilà. Alors, on va parler d'un contexte un peu moins réjouissant, mais si vous avez mis en place les mesures prescrites par la réglementation, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème là-dessus. Mais aujourd'hui, le règlement, la CNIL, la Commission informatique, nationale informatique et liberté, donc qui est à la base un défenseur des droits, mais qui depuis 2011 est une autorité administrative avec droit de contrôle et de sanction, va pouvoir venir vérifier la mise en conformité du règlement. Alors, dans ce cadre-là, si vous n'avez pas mis en place les mesures prescrites, les formalités préalables, on va se retrouver sur l'article 36 et vous risquez une amende de 2% de votre chiffre d'affaires ou jusqu'à 10 millions d'euros. Par contre, au-delà de ça, si vous n'avez pas mis ce qu'on disait tout à l'heure, la conservation des données, les durées de conservation, si vous n'avez pas un droit de la gestion des droits des personnes, si vous n'avez pas une information concrète sur les personnes, vous respectez pas les finalités du traitement. Par exemple, vous collectez plein d'informations lors de, je sais pas, la CPME ou autre, vous collectez plein de contacts et après derrière vous les démarchez de manière abusive. Vous n'avez pas mis en place cette procédure de prospection téléphonique, mais vous pouvez avoir un détournement de finalité et là, d'être condamné, et là, c'est 4% de votre chiffre d'affaires ou jusqu'à 20 millions d'euros. Alors, c'est proportionnel aussi à l'établissement, mais je dirais que personne n'est à l'abri. Encore dernièrement, une petite TPE avec 2 salariés qui réalisait de la prospection téléphonique pour d'autres entreprises n'a pas respecté ces formalités. Avec le temps Covid, n'avait certainement pas une très bonne trésorerie. Malgré tout, ils ont été condamnés à une amende de 7 500 € et avec une astreinte de se mettre en conformité dans un délai de je crois que c'est 3 mois. Au bout de ces 3 mois, s'ils ne sont pas en conforme à la réglementation, ils ont une astreinte journalière de 1 000 € d'amende. Voilà. Donc ça, c'est pour une TPE. Après, ça peut aller jusqu'à Google qui va prendre une amende de 350 millions d'euros. Donc, c'est relatif à la taille de l'entreprise. Malgré tout, personne n'est à l'abri, que ce soit association, collectivité, parce qu'on entend souvent dire que les collectivités ne peuvent pas être sanctionnées, ce qui est faux puisque c'est retoqué par l'Europe, même si aujourd'hui les collectivités ont voulu éviter le risque de sanctions, malgré tout, elles sont par la réglementation, une fois qu'on passe devant un tribunal européen, cet article de la loi informatique liberté ne peut pas leur garantir
garantir une non-sanction. Voilà, même si relativement, au final, c'est nous qui allons payer la sanction si notre mairie ne respecte pas la réglementation. Voilà. Donc ça, c'est pour les sanctions. Au niveau comment passer à l'action? Parce que tout ce que je vous ai dit, ça fait beaucoup de choses. Souvent, ça peut faire peur aux entreprises. Malgré tout, il y a une méthodologie. Et par le biais d'outils et de méthodes, je peux arriver simplement déjà à mettre en œuvre les mesures prescrites et adapter à mon établissement, que je sois une TPE ou que je sois une association ou que je sois une ETI, une PME, peu importe. Donc, par où ça passe? Auditer. Donc, soit vous allez chercher les ressources sur le site de la CNIL. Il y a beaucoup de ressources parce que la CNIL produit beaucoup de ressources. Malgré tout, je pense qu'il est intéressant de se faire accompagner sur ce que nous, on appellerait un audit préventif qui va au moins cadrer où vous en êtes et vous donner un premier niveau de plan d'action de feu rouge, feu vert, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon dans mon établissement. Voire aller sur un audit de démarrage qui est sur plusieurs jours, mais qui va me permettre d'identifier mes premiers traitements, m'apporter la manière d'identifier ces traitements, comment les remplir, etc., etc., pour pouvoir ensuite, par la suite, me mettre en conformité seul. Je vais sécuriser mes processus, les droits des personnes, vérifier mon système d'information, et je vais pouvoir documenter. Donc, nous, dans ce cadre-là, notre méthodologie de travail, bon, on a bien entendu de l'humain parce qu'à un moment donné, il faut bien que on vous apporte la méthodologie de travail et comment faire, mais vous avez aussi des logiciels divers et variés qui existent pour la mise en conformité. Et entre autres, nous, on a produit notre propre logiciel qui va vous permettre d'avoir une structure, de suivre cette mise en conformité avec tout un tas de documents types, plus des fiches techniques qui vont vous permettre de réaliser, mais je dois sécuriser mon Wi-Fi, mais comment je fais concrètement? J'ai une fiche technique, sécuriser son Wi-Fi. Voilà. Et tout ça pour des coûts aussi réduits, puisque nous, on essaye de rendre accessible la mise en conformité. Notre cible première, ça va être vraiment la TPE, la PME, l'association. Voilà, ça va être nos cibles et donc on adapte aussi notre méthodologie de travail à ces cibles-là. Voilà, donc là, on va avoir un peu de temps pour tout ce qui est questions. Je vais laisser, alors je sais plus, c'est Yariel, je crois, me donner les questions qui arrivent pour que je puisse y répondre. Oui, pardon. Oui, alors merci Jean-Baptiste. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Voilà, donc j'espère que cette petite réunion en webinaire vous a bien éclairé en matière de RGPD. Alors, on sait que la première question, c'est toujours la plus difficile. Alors, combien cela coûte pour un audit sur une TPE? La question de prix. La question de prix qui revient sans cesse. Alors, à vérifier aussi avec les différentes mesures qui sont en place au niveau justement de la région ou autre. Maintenant, nous, pour parler concrètement, on a plusieurs niveaux. L'audit préventif se passe en une journée sur site où on va venir voir votre infrastructure, relever les non-conformités présentes, parler ensemble aussi de la réglementation et comment l'appliquer dans votre établissement. Et on va fournir un premier plan d'action. Là, je vous inviterai à revenir vers le commercial, mais en fonction, je dirais, de la distance de l'entreprise, puisqu'on a quand même des frais de déplacement. Mais globalement, notre prix public aujourd'hui, il est à 1 200 € au jour, en hors taxe. Ensuite, au niveau, pour avoir accès à tout ce qui est ressources logicielles, donc avec notre logiciel, je parle de notre logiciel parce que les autres sont divers et variés, mais généralement les logiciels du marché coûtent, ceux qui sont complets coûtent entre 100 et 300 € par mois. Nous, l'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est d'être accessible aux TPE, PME. On a un logiciel avec les ressources, donc avec les documents, les typologies de documents
éventuellement à produire, avec des exemples, avec des fiches techniques. Si vous n'êtes pas accompagné d'un point de vue humain par nos consultants, vous êtes à 60 € par mois. Si par contre vous avez un accompagnement avec un de nos consultants, vu que c'est du donnant-donnant, puisque nous, ça nous aide aussi dans notre performance et notre démarche consulting, on est à 30 € par mois. Ok, merci. Donc justement, je rebondis sur la question de Elisabeth. Y a-t-il des subventions possibles pour la mise en conformité? Donc effectivement, on en parlait tout à l'heure en off. Par rapport à la région, effectivement, il y a des fonds, des passes Occitanie et des fonds locaux. Donc Estelle, est-ce que tu as la phrase? C'était pour les accompagnements. Attendez. Accompagnement et prestations Donc, dans le cadre de la je crois. digitalisation des entreprises, sont notamment éligibles les prestations de diagnostic, de conseil et de formation. Voilà, donc logiquement, Jean-Baptiste, diagnostic, ça rentrerait dans ce cadre-là. Exactement. Donc après, c'est en fonction de votre code APE, si vous êtes commerce, industrie, tourisme. Il faut voir effectivement quels sont les fonds d'aide. Donc là, ce qui me vient en tête, c'est le Pass Occitanie et le fonds local. Voilà, donc vous pouvez aller regarder sur Internet. Dans tous les cas, on est dispo pour vous renseigner et voir effectivement les critères d'éligibilité. Et en plus, ça fonctionne sur un dépôt de dossier avec devis. Donc, c'est à partir du moment-là où la région déterminera si vous êtes éligible ou pas. Ça se vote en commission, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai vu question. Alors, j'étais à... Si tu reviens juste à la première... Alors, nous collectons juste... Alors, je ne vois pas qui c'est. Jean quelque chose. Jean Jourdan. Nous collectons juste les noms, adresses, téléphones et mails de nos clients. Sommes-nous concernés par ces obligations? Pas de sexe ni religion, etc. Alors oui, aujourd'hui, toutes les entreprises, associations ou collectivités du moment que je collecte des données à caractère personnel, pas forcément sensibles, je dois au moins au préalable mettre en place mon registre des traitements, c'est-à-dire identifier mes traitements principaux. Les entreprises de moins de 250 salariés ont la particularité de ne pas avoir à identifier les traitements ponctuels. Je dirais que j'organise une fois par tous les 3 ans une compétition sportive. Bon, j'ai pas à le notifier. Par contre, mes traitements principaux, que ce soit le recrutement, que ce soit si on est sur des clients, la gestion client, la gestion des prospects, ça fait partie. J'ai l'obligation de tenir mon registre des traitements. Voilà, donc d'où la question après, pour les micro-entrepreneurs aussi, donc c'est tout le monde qui a une entité publique, mais où mettre en place, sur quel support? Alors, sur quel support? Il y a 2 choses. Soit vous allez sur le site de la CNIL et vous retrouverez des ressources sous format Excel qui sont très difficilement compréhensibles parce qu'adaptées plutôt pour des personnes aguerries à la protection des données, mais vous allez retrouver tout un tas de documents, un registre des traitements au format Excel, vous allez retrouver plein d'informations. On s'y perd beaucoup parfois et il est très compliqué à mettre en œuvre. Par contre, après, vous pouvez aussi, via des supports que nous proposons, le logiciel entre autres, vous avez votre registre des traitements, vous le suivez, vous avez des traitements standards qui sont créés. Par exemple, on revient sur la question d'avant, la gestion des prospects ou la gestion des clients, on a le traitement en standard qui est créé, vous n'avez plus qu'à adapter à votre entreprise. Maintenant, si vraiment même ce coût de 60 € par mois représente trop pour votre entreprise, vous êtes un micro-entrepreneur ou autre, vous avez quand même un fichier Excel, ça devient plus compliqué de mettre en œuvre, mais toutes les ressources sont accessibles malgré tout. Ok, alors, j'ai un site e-commerce avec une plateforme de paiement. Est-ce que je suis responsable des données récoltées par cette plateforme? Alors, les données, même si vous avez un site de e-commerce, les données ne sont pas récoltées par cette plateforme. En fait, la plateforme fait office de sous-traitant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si vous utilisez un WooCommerce ou un Stripe ou autre, vous allez, vous
c'est vous qui allez vendre à la personne. Donc, vous allez collecter ces informations et certaines informations vont être collectées par Stripe ou autres qui sont les informations de facturation. Malgré tout, c'est vous qui définissez quel outil vous allez utiliser. Donc, on est bien dans cette notion de sous-traitance. C'est vous qui définissez un moyen. Donc, oui, vous devez le notifier. Mais ce qui ne veut pas dire que vous avez des données sensibles puisqu'elles sont traitées par Stripe. Par contre, vous devez vous assurer, par exemple, que Stripe est bien conforme à la législation. Ensuite, alors, loueur de ski, j'utilise les cartes bleues de mes clients pour renseigner les fiches de location via mon logiciel. Suis-je concerné? Oui, tout à fait. Alors en plus, les cartes bleues sont une donnée particulière. On n'est pas sûr de la donnée sensible, mais par contre, il y a une réglementation très stricte au niveau de tout ce qui est moyen de paiement. Les cartes bleues, vous ne pouvez les conserver que durant la durée de transaction. Concrètement, si on vous loue un véhicule, la personne vous donne le numéro de carte bleue. Déjà, il doit vous la communiquer. Et toutes les communications de ce numéro doivent être chiffrées puisque il y a un risque important sur la personne. Vous ne pouvez pas collecter le cryptogramme, les 3 derniers chiffres que vous avez au verso. Celui-là est interdit de collecte, c'est-à-dire que je vais l'entrer dans un système de paiement qui va de suite le supprimer une fois la transaction réalisée. Et le numéro de carte bleue, je le garde que durant la durée de transaction. Je n'ai pas le droit de le conserver au-delà. Et vous êtes bien entendu concerné puisque vous allez devoir avoir dans votre registre des traitements un traitement qui va être gestion des moyens de paiement. Ok, alors on doit contacter la CCI pour les subventions. Oui, vous pouvez effectivement nous contacter. Ça permettra un peu de balayer toutes les offres, voir les critères d'éligibilité, vous renseigner sur la marche à suivre. Donc, on peut être un premier contact justement pour savoir quelles sont les subventions auxquelles vous pouvez prétendre. Et ensuite, c'est à vous de déposer le dossier sur la plateforme en question. Puis-je envoyer des emailing de promotion de nos outils à partir d'une base de mail que de professionnels que j'ai récupérés? Alors la fameuse question des bases de données. Alors ces bases de données, il faut savoir qu'aujourd'hui, même si vous les vous allez avoir accès, et il y a des personnes qui vont revendre ces bases de données. Vous n'avez pas le droit de l'utiliser comme cela. Il y a au préalable des choses à respecter. Une base de données que vous captez ne veut pas dire que vous avez le consentement de la personne. Déjà, vous devez au préalable informer l'ensemble des personnes qui est dans cette base de données que vous avez collecté leurs données et leur donner la provenance, où vous avez collecté ces données, dans quel cadre, pourquoi faire, et vous devez obtenir leur consentement éclairé à l'utilisation de cette donnée. Ça, je dirais que c'est même un traitement qui est très sensible, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de condamnations se font là-dessus, puisque la CNIL est très attentive à limiter le démarchage abusif et l'envoi d'emailing abusif. Quel antivirus et quel firewall conseillez-vous? Alors, nous n'avons pas la prétention d'avoir la connaissance ultime sur la partie informatique, puisque même les plus grosses entreprises de cybersécurité peuvent se faire hacker, comme on l'a vu avec SolarWinds dernièrement. Maintenant, il faut mettre un peu de rationalité là-dedans. Déjà, moi, quand un client prend un antivirus qui a, entre guillemets, pignon sur rue, que ce soit l'américain Bitdefender, que ce soit le russe Kaspersky, que ce soit des solutions comme EZNote 32 ou autre, du moment que je suis sur un antivirus et si possible plutôt une solution ce qu'on appelle d'anti-malware, donc c'est généralement sur ces sites d'antivirus, on voit marqué anti-malware parce que ça va bien plus loin qu'un simple antivirus, on dira déjà que vous avez mis en place une règle de l'art. Voilà. Après, je ne suis pas là pour faire la promotion de telle ou telle solution et de prendre le risque aussi de vous orienter vers tel ou tel antivirus. De toute façon, un antivirus n'est pas la solution ultime. C'est le fait d'utiliser plusieurs typologies de protection qui vont me permettre de garantir un maximum ma sécurité. L'antivirus est une des branches de cette sécurité, mais en moyenne, ça va bloquer 30 à 40% des virus, puisqu'il faut déjà que l'antivirus soit informé de l'existence pour pouvoir le reconnaître
alors qu'un anti-malware va aller un peu plus loin en analysant le code du programme pour veiller à ce que celui-ci ne présente pas de risque. Malgré tout, ce n'est pas non plus une solution, voilà, c'est la multiplication de ces solutions. En antivirus, c'est très simple, vous allez retrouver le monde informatique ou d'autres médias qui ont produit des petits comparatifs ou autres. Maintenant, vous avez les plus grands, EZ Note 32, Panda, Sophos, Bitdefender, Kaspersky, voilà. Évitez d'aller sur Avast. Avast Antivirus, même aurait été en freeware et en début d'année dernière, s'est fait condamner parce qu'ils revendaient les données personnelles de leurs utilisateurs gratuits. Nous travaillons avec Google Sheets pour collecter nos données. Est-ce que c'est donc illégal, si j'ai bien compris, puisque c'est hébergé aux USA? Alors, le problème de Google, voilà. Google, je vais l'utiliser pour des données fonctionnelles, des données type présentation PowerPoint, etc., sans problème, puisqu'on ne parle pas de données personnelles. Par contre, dès qu'on va utiliser Google Sheets pour avoir capté des questionnaires clients ou autres et capter des données personnelles, nom, prénom, téléphone, etc., ces données vont avoir la particularité d'être hébergées aux États-Unis. Si vous allez dans la politique de confidentialité de Google, qu'est-ce qu'il est dit? C'est que ils sont conformes à la réglementation européenne en s'appuyant sur le Privacy Shield. Sauf que, comme je vous disais tout à l'heure, le Privacy Shield a été arrêté depuis août 2020 suite au fait que Trump se soit assis dessus. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de réglementation. Donc oui, aujourd'hui, si vous utilisez Google Sheet pour mettre des données personnelles, vous êtes non conforme. Maintenant, on va amener une petite notion, une petite information complémentaire. C'est que Google fait le nécessaire au niveau européen parce qu'ils ne peuvent pas arrêter le marché européen et ils ont décidé de monter un partenariat avec OVH, qui est un éditeur français d'hébergement. Un partenariat, c'est-à-dire que OVH va être détenteur de la technologie Google pour le territoire européen et l'ensemble des données européennes bientôt seront hébergées en Europe et Google n'aura plus accès à ces données, ce qui limite l'intrusion de la NSA dans ces données. Mais on a encore quelques mois où, si je suis les textes à la lettre, Google est non conforme. Ok. Donc l'intérêt pour nous, en fait, c'est d'utiliser quasiment que des logiciels français, comme ça reste… Voilà. Vous avez tout un tas d'éditeurs français. Je prends par exemple, si vous faites des transferts, vous avez WeTransfer qui est un éditeur américain, mais vous allez avoir son pendant français qui est FromSmash. C'est une société lyonnaise. À chaque fois que vous avez une solution, par exemple Google Analytics, vous avez son pendant européen qui est Matomo, qui va permettre de le faire légalement. Donc à chaque fois, se poser la question, est-ce que j'ai pas la ressource proche de chez moi? Comme on dit aujourd'hui, faites travailler les commerçants à côté de chez vous, mais aujourd'hui en France, on a des têtes bien faites qui font des solutions qui vont contrer les Américains. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, à savoir s'il n'y a pas une solution qui pourrait fonctionner d'un point de vue européen. Y a-t-il des logiciels gratuits pour mettre aux normes notre entreprise, site internet pour location de gîtes? Alors, des logiciels gratuits pour la réglementation RGPD, non. Pourquoi? Parce que c'est des ressources techniques très importantes. Un délégué à protection des données, ça a un coût très important, hein, et on voit qu'au niveau production intellectuelle, ça a un coût de faire ce type de logiciel. Donc, vous n'aurez pas de solution gratuite. Par contre, vous allez avoir la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui va vous produire tout un tas de documentation pour vous accompagner et vous permettre de faire, et des matrices au format Excel qui ne sont, enfin voilà, moi sincèrement les clients généralement en reviennent parce que c'est compliqué à comprendre, c'est compliqué à faire, mais malgré tout ces produits c'est dispo sur le site de la CNIL. Voilà. Peut-on inscrire un nouveau client à notre newsletter ou il faut demander son accord à la création de son compte? Un nouveau client. Donc, normalement, vous êtes censé avoir dans le registre de traitement une fiche de traitement qui va s'appeler gestion des prospects. Donc, qui va dire comment vous avez obtenu déjà l'adresse mail de ce prospect.
Et à l'obtention de cette adresse mail, soit vous avez une base contractuelle parce que il va passer client, soit il n'est pas client et vous devez avoir le consentement éclairé de cette personne. Ou au moins, s'il ne s'agit pas de données sensibles, une information claire de pourquoi vous collectez cette information et où il peut faire valoir ses droits. Donc cette information claire va vous permettre de dire j'ai capté vos données, vous êtes au courant que je les ai captées et en plus de ça, je les capte pour faire, par exemple, une newsletter. Si je n'ai pas au préalable informé la personne que je vais lui envoyer une newsletter, je dois l'informer que je vais le faire à tout moment. À tout moment, ça veut dire qu'avant d'envoyer cette newsletter, je vais lui envoyer un document. Voilà, nous avons collecté votre adresse email dans le cadre de nos activités. Nous souhaitons utiliser votre adresse email pour vous envoyer des newsletters. Est-ce que vous consentez à cette action, à ce traitement? Vous bénéficiez de tel et tel et tel droit. Vous pouvez contacter notre entreprise par le biais de cette adresse mail et vous pouvez contacter l'autorité compétente, à savoir la CNIL. Donc tout ça, c'est cadré et vous retrouverez aussi bien ces mentions maintenant un peu partout qui fleurissent. Mais vous ne pouvez pas utiliser l'adresse mail sans le consentement de la personne ou sans l'information de cette personne au préalable. Avons-nous besoin d'un antivirus en étant sur Apple? Alors oui, aujourd'hui, beaucoup d'utilisateurs d'Apple, parce qu'ils se souviennent d'Apple d'il y a 10 ans, 15 ans, où c'était encore assez confidentiel, que la cybersécurité n'était pas pareille. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes utilisateur Apple, ce n'est ni plus ni moins qu'un OS, un operating system différent de Windows. Donc, quand vous utilisez Apple, malgré tout, derrière, c'est du code informatique. Et les hackers savent très bien pirater, savent très bien envoyer des virus sur Apple, etc. Donc, il va falloir mettre en place des protections aussi, que ce soit sur Apple ou sur Android ou sur Windows, vous allez devoir mettre en place des mesures de protection. D'autant plus que sur Apple, souvent le hacker part du constat que si vous avez pu vous payer un MacBook, c'est que vous avez peut-être des revenus un peu supérieurs et ils vont peut-être vous demander un peu plus en rançon. Les données personnelles de mes clients sont enregistrées sur un disque dur. Est-ce que c'est suffisant? Ah non, pas du tout. Un disque dur. Alors j'entends beaucoup d'entreprises, oui, mais pour nous sécuriser, on fait des sauvegardes, on utilise une clé USB ou on utilise un disque dur et puis dans la fin de semaine, la secrétaire enregistre tout sur le disque dur pour nous sécuriser. Alors le fait de transférer des données sur un disque dur, c'est une copie. Donc si j'ai un problème dans mon ordinateur, il faut à peu près 18 mois pour constater qu'un ordinateur est infiltré par ce qu'on appelle un cheval de Troie qui va donner accès à cet ordinateur ou un virus ou autre. Mais de fait de copier vers mon disque dur, je vais copier le problème. Je ne vais pas le résoudre. Donc, pour me protéger, je dois mettre en place une sauvegarde une sauvegarde, c'est ce on peut appeler un plan de reprise d'activité. Qu'est-ce qui se passe en cas de sinistre informatique? Ça comprend des mesures très strictes, c'est-à-dire que la sauvegarde doit se faire de manière automatisée, elle doit être chiffrée parce que si un hacker y a accès, il ne doit pas pouvoir la déchiffrer, elle doit être en plusieurs versions, une version globale et puis des versions ponctuelles pour pouvoir remonter avant que le virus infecte mon système, si je l'ai copié, mais il faut que je puisse remonter à une version antérieure tout en gardant mes modifications, sauf ce virus. Donc tout ça, ça met en place des procédures. Il y a des professionnels de la cybersécurité qui savent très bien le faire avec des solutions qui sont adaptées aux TPE, PME. Aujourd'hui, on assure une voiture pour rouler sur la route chez un professionnel à 100 € par mois. Et pourtant, si vous cassez la voiture du moment qu'il n'y a pas de problème humain, vous êtes tranquille. Mais pour les données et l'informatique, c'est pareil. Vous avez des professionnels qui vous vendent des systèmes qu'on pourrait prendre comme des assurances et qui coûtent à peu près 150 € par mois, mais qui vous garantissent que si demain vous avez un crypto ransomware, eh bien vous êtes tranquille, vous faites reset de l'ordinateur, vous mettez une petite clé USB et vous repartez en 5 minutes, vous recommencez votre activité. Et donc, à savoir tout à chacun, qu'est-ce qu'on est prêt à perdre? Si on perd tout, déjà on doit le signaler à la CNIL, mais en plus de ça, quel est l'impact pour mon entreprise si j'ai plus d'informatique et combien ça va me coûter? Voilà. Pourriez-vous me donner quelques exemples de firewall?
Alors non, des firewalls, il y en existe énormément et comme je vous disais tout à l'heure, même combat que pour les antivirus, je n'ai pas la science infuse là-dessus, mais chaque personne va utiliser les firewalls qui peuvent lui être recommandés par son informaticien. Attention, voilà, hein, toujours pareil, l'informaticien, il faut bien que je le sensibilise, que je souhaite sécuriser mon infrastructure parce que quand je prends un informaticien même local, la première de ses missions, c'est de rendre fonctionnel. Ce n'est pas de vous sécuriser. Donc, dans sa mission, bien expliciter la sécurité du système informatique, parce que sinon, ce n'est pas son travail. Il y a des personnes qui sont là pour sécuriser le système informatique. Lui veut le rendre fonctionnel. Donc souvent, on oublie des choses. Je le constate trop souvent et après, ça amène à des litiges. Par contre, au niveau des firewalls, ben vous avez Meraki avec Cisco qui propose des firewalls, mais vous allez avoir, ça y est, j'ai un petit trou de mémoire, mais vous allez avoir tout un tas de systèmes de firewalling que vous pouvez retrouver qui sont tout aussi les uns les autres performants. Et je dirais qu'après, le problème du firewall, il n'est pas tant sur la solution que j'utilise, mais de comment je le paramètre. Parce qu'un firewall, ça se paramètre. Qu'est-ce que je laisse rentrer dans mon entreprise? Qu'est-ce que j'ouvre comme port de connexion dans mon entreprise? Voilà, comment je le gère? Quelle est la volumétrie que je laisse passer, etc. Donc ça, c'est un paramétrage initial qui demande quand même une capacité d'un technicien informatique pour arriver à paramétrer ce firewall. Voilà. Ok. Et est-ce que Linux a-t-il besoin d'un antivirus? Alors, Linux, même combat. Linux, ok, on est sur une infrastructure qui est déjà bien plus sécurisée, bien plus technique que ce qu'on rencontre sur Windows, Apple ou Mac. Windows, Apple, pardon, ou Android. Mais attention, Linux, c'est une chose, mais ça dépend de ma capacité informatique à venir sécuriser cette infrastructure qui fonctionne en mode château fort. Donc, je vais avoir différents niveaux d'accès, je vais pouvoir cloisonner, je vais pouvoir sécuriser. Mais on n'oublie pas une chose, c'est qu'aujourd'hui, même des grandes entreprises et même des hôpitaux se sont fait pirater pour des choses toutes bêtes, la gestion d'un mot de passe. Donc, la première chose, c'est de mettre un mot de passe sécurisé parce que vous pouvez mettre toutes les sécurités, toutes les garanties que vous voulez. Si vous ne sécurisez pas l'accès, vous ne garantissez rien. Après, derrière, c'est toujours la même chose. Sur Linux, je vais transférer votre infrastructure. Il existe aussi des systèmes, des hackers savent très bien venir pirater du Linux. Maintenant, je vais garantir ça par du cloisonnement, par du chiffrement, par une politique de mot de passe, par la redondance aussi de mes données de manière sécurisée avec un plan de reprise d'activité. C'est technique. Dès qu'on rentre dans le Linux, on va rentrer dans le plus technique et il faut se faire accompagner d'un informaticien. Très bien. Je n'ai plus de questions. Je vous remercie en tout cas à tous pour votre attention. Vous avez vu que vous avez aussi les contacts de notre entreprise si jamais vous voulez aller plus loin. Et puis vous nous retrouverez, sans doute vous retrouverez Jean-Philippe de temps en temps dans votre CCI s'il y a des demandes particulières. Voilà, et en tout cas on est là pour vous accompagner. Et encore une fois, prenez contact, ça coûte rien. Après, on voit comment on peut faire selon vos besoins, vos ressources et votre temps. Donc, pour conclure, Sophie, du coup, je me lance. Donc, on vous remercie de votre participation. Sachez qu'on reste à votre disposition pour vous accompagner dans votre transformation numérique. Donc, pour rappel, avec des diagnostics, donc de site internet ou de maturité digitale pour faire un état des lieux de votre entreprise à un instant T, de l'intégration du numérique dans votre structure. Et on vous proposera également donc, du coup, un plan d'action à mener à court et moyen terme pour faire évoluer cette situation. Donc, comme le disait l'intervenant, Jean-Baptiste. Jean-Philippe, Jean-Baptiste. Voilà, sachez qu'on va organiser très prochainement un planning de rendez-vous dans nos CCI respectives, donc à Cahors et à Foix, sur lequel vous pourrez vous positionner et prendre du coup des rendez-vous pour rencontrer donc Jean-Philippe et obtenir des conseils sur tout ce qui est RGPD par rapport à votre structure. Donc vous serez informé dans le mail qu'on vous enverra avec le replay et le PowerPoint de présentation.
Voilà. Sachez que nous disposons également de petits diagnostics